Alors moi personnellement, je ne me vois pas vraiment ingénieur dans le futur parce que j'ai pas trouvé dans l'ingénierie les valeurs que j'ai en moi. L'ingénierie, j'ai pas encore trouvé comment on pouvait vraiment se satisfaire, parce qu'à part bosser dans une multinationale ou dans des énormes boîtes et où t'es une machine et où on s'en fout un peu des gens, je vois pas trop ce que je peux faire après. J'ai envie d'avoir un métier qui puisse allier à la fois ma conscience écologique et le plaisir d'aller au boulot chaque matin. J'ai pas envie d'avoir des problèmes de conscience, on va dire, entre ce que je pense vraiment et le métier que je fais. Je sais pas si je pourrais faire quelque chose. Est-ce que je peux vraiment aller dans quelque chose, dans une entreprise qui correspond à mes convictions au niveau écologique, mais aussi ça peut être à d'autres niveaux, au niveau de comment ils traitent les salariés, etc. Là, en ce moment, je suis en recherche de stage pour la fin de ma 4e année, et je me confronte un petit peu à la réalité du monde du travail, c'est-à-dire que j'ai des convictions. Je voulais à la base me dire je vais m'orienter dans un domaine qui pour moi a un sens, notamment pour moi du coup c'était le biomédical, mais le fait est que quand on regarde objectivement les entreprises qui sont dans le biomédical, c'est que des grands groupes. Très souvent dans la construction, on nous oriente quand même pas mal vers l'écologie. Toutes les boîtes disent qu'elles se concentrent sur l'écologie, sur l'aspect écologique, sur tout ça, mais j'ai un peu l'impression qu'on nous vend du rêve. Moi, c'est plus d'un point de vue humain que je me vois mal dans un grand groupe. En fait, je me vois plus dans une entreprise à petite échelle, à échelle humaine, où tu as ton mot à dire dans les décisions. Ça me donne pas très envie par rapport en fait aux conséquences que tu as sur la société. À un moment donné, on peut pas simplement se dire moi je vais avoir une vie correcte parce que je vais être dans un grand groupe, j'aurai les avantages en nature, j'aurai peut-être ma voiture fonction. N'importe quelle technologie en fait, elle va forcément être utilisée par des personnes derrière, et on a tendance à l'oublier et à voir que l'aspect vraiment technologique, innovation. Je pense qu'en école d'ingénieur, on est plutôt prédisposé à se poser des questions, je crois, j'ai l'impression, et on le fait pas tant que ça au final. Moi aussi je suis en école d'ingénieur, et si je fais cette vidéo c'est parce que je me pose les mêmes questions. Je sais pas ce que je veux faire avec mon diplôme. L'avenir que l'école me présente, il me correspond pas vraiment. La recherche c'est pas mon truc, et les grosses boîtes vers lesquelles l'école nous dirige, j'ai pas super envie d'y aller. J'ai pas envie de travailler juste pour avoir un bon salaire. Moi tout ce que j'ai appris, j'ai envie que ça soit utile pour la société. Et si je fais cette vidéo, c'est aussi parce que je me suis rendu compte qu'on était un certain nombre à se poser ce genre de questions. Du coup, j'ai décidé de faire des recherches pour répondre à tout ça. C'est quoi le problème avec les grosses boîtes? Pourquoi on est de plus en plus nombreux à pas être super chaud pour y aller? Comment je pourrais appliquer mes valeurs dans mon travail et aussi être utile à la société de demain? Et bah c'est ce qu'on va voir ensemble. Moi je suis là depuis 20 ans. Je dis toujours, quand je suis arrivé ici en tant que sociologue, je faisais rigoler les élèves, enfin non pas rigoler parce que j'étais drôle, mais rigoler parce que j'étais prof de pipeau. Et puis la plupart n'avaient aucun intérêt. Au-delà des moqueurs, les élèves n'avaient aucun intérêt pour la sociologie. Et en 20 ans, j'ai vu tout changer en fait. Une crise financière, pas mal de choses. Aujourd'hui, je vois pas tous, hein, bien sûr, la majorité des élèves sont plus moqueurs, mais un peu distants ou un peu curieux, mais sans plus par rapport à la sociologie. Puis j'en ai de plus en plus qui se posent des questions, qui veulent comprendre pourquoi des gens qui ont 20 ans aujourd'hui, donc qui sont nés exactement la même année que le protocole de Kyoto, en 1997, pourquoi pendant 20 ans la question du développement durable, de l'environnement est à l'agenda politique? Pourquoi depuis 20 ans, dans les écoles, les professeurs maternels, primaires, collèges, lycées, on en parle? Pourquoi on fait travailler les enfants sur tout ça? Et vous arrivez aujourd'hui, vous avez 20 ans et vous vous rendez compte que rien ne bouge, ou très peu. Donc c'est un peu ça que je ressens beaucoup chez vous aujourd'hui. C'est à la fois ce côté, oui, il est temps d'agir, qu'est-ce qu'on attend pour agir davantage? Ça fait 20 ans qu'on le sait, ça fait 20 ans que vous le dites, et vous les grandes personnes, et vous les grandes entreprises, et vous les grandes écoles, et vous les partis politiques, et vous les syndicats, et toutes les institutions traditionnelles ne répondent pas en fait, ou n'ont pas l'air de faire en sorte que la société évolue dans ce sens-là. Donc il y a beaucoup d'énergie chez vous, beaucoup de revendications, beaucoup l'envie de renverser la table. Alors pour des élèves ingénieurs, renverser la table, c'est juste un truc
qui était juste... Enfin, on ne pouvait pas l'imaginer il y a 10 ans. Un élève ingénieur, c'est docile, c'est bosseur, ça résout un exercice, ça ne remet jamais en cause l'énoncé de l'exercice. Aujourd'hui, vous commencez à remettre en cause l'énoncé. En tout cas, vous questionnez l'énoncé. Pas tous, mais quelques-uns questionnent l'énoncé. Et ok, on veut bien bosser, ok, on peut passer un premier cycle, on peut faire des études d'ingé, on peut bosser 50 heures, 60 heures par semaine une fois en entreprise. Mais voilà, parmi vous, il y en a de plus en plus qui rajoutent 2 petites questions. Pourquoi? Pour qui? Et tous ceux qui se posent ces 2 questions en plus de comment je vais résoudre le problème, eh ben ceux-là, ils sont mal dans leur basket, ils sont mal dans leur peau, et quelque part, ils sont mal barrés pour devenir de bons ingénieurs au sens efficient, performant, docile. Et puis, il y a la découverte que c'est quand même assez classique. Hein. C'est aussi ce qui fait que peut-être vous êtes perçus comme de bons ingénieurs, à savoir qu'il y a quand même une grosse pression sur les capacités de travail, sur passer la charge sur un truc qui n'a pas de sens. Ça peut être important pour après. Hein. Ne pas remettre encore une fois en cause l'énoncé, ne pas questionner le sens de ce qu'on fait. Bah, les prépas, c'est un peu ça, c'est acquérir des fondamentaux et y aller en mode intensif et pas descendre pour réfléchir parce que sinon le train il continue et c'est vrai qu'il y a le classement, il y a les choix de département, il y a beaucoup de choses qui se jouent donc c'est vrai que je voyais de plus en plus d'élèves qui me demandaient pour qui et pourquoi. Je me vois pas dans une grande entreprise, je me vois pas aller dans les boîtes qu'on nous promeut un peu partout. J'ai envie d'être utile, je veux servir l'intérêt général. Je n'ai pas forcément envie de gagner beaucoup d'argent. Je suis prêt à gagner 2 fois moins que la trajectoire normale. Et j'ai envie d'agir, pas uniquement de suivre des cours. Mais c'est pas facile. La facilité, c'est de faire ce pourquoi le système nous a conçus et vers quoi il nous dirige. C'est d'être dans le moule, la facilité. Parce que si on est dans le moule, il n'y a pas de questions à se poser. On est à peu près garanti de la réussite. Et on sera normal. Et pour le cerveau, il n'y a pas plus confortable que d'être normal et être assimilé à avoir réussi sa vie. Un ingénieur, c'est quand même quelque chose de super utile dans notre société. C'est une élite, enfin une forme d'élite, même s'il y en a près d'1 million, donc c'est un grand nombre. Mais ce sont des gens qui sont super efficaces, super travailleurs, qui ont des capacités de gestion de projet très développées, qui ont des réseaux très importants, qui ont une légitimité dans la société très importante. Donc c'est un groupe social, je dirais, qui est idéalement placé pour avoir une influence sur l'évolution d'une société. Aujourd'hui, cette évolution, elle est nulle. Enfin, cette influence du corps des ingénieurs sur la société est quasiment nulle. Comment se fait-il qu'autant de personnes intelligentes, 1 million de personnes aussi intelligentes, occupant des fonctions aussi importantes, dans tous les types d'organisations, finalement n'aient pas plus d'impact, si ce n'est reproduire depuis 20 ans ce que par ailleurs on peut condamner? Comment se fait-il que ça ne bouge pas plus que ça? C'est que probablement il y a une partie de la formation de l'ingénieur où il y a une partie de la sélection de l'élève ingénieur, de sa formation et de sa gestion de carrière qui fait qu'on ne lui permet pas ou qu'on ne l'incite pas ou qu'on ne le sélectionne pas sur des critères du type pour qui, pourquoi. Donc la place des cadres, elle est d'autant plus, dans la lutte en tout cas, la place des cadres est d'autant plus intéressante que ce sont des gens qui ont des savoir-faire. Et les savoir-faire, c'est une putain d'arme. Parce qu'il y a besoin de gens qui ont des savoir-faire. Il y a un truc que j'ai constaté assez souvent, c'est que la politisation intervenait après un premier contact avec le marché du travail. Ça n'arrive pas nécessairement pendant le moment d'études ou au début. Parce qu'en effet, on passe des années avec des profs qui nous disent ça va bien se passer ensuite, vous avez un diplôme, vous allez être qualifié, vous allez en plus ne pas avoir les pires places dans le marché du travail, et ensuite vous rentrez sur le marché du travail. Et là, 1 an, 2 ans, et les illusions tombent assez vite. D'abord travailler sous les ordres d'eux, ensuite faire des tâches parfois qui ont l'air absurdes. Et on voit des gens, et c'est devenu un profil assez typique, qui à 28 ans, à 27 ans, commencent à se barrer de la boîte en disant c'est pas possible, c'est absurde ce qu'on me fait faire, c'est un non-sens écologique, c'est un non-sens citoyen, ça n'a pas de sens, donc je me casse. Et aujourd'hui, tous les problèmes là que les managers nous sortent sur la génération Y, on en a marre, les jeunes ils arrivent, ils passent 1 an, ils passent 2 ans et puis ils se cassent, ils veulent même pas être augmentés en fait, ils veulent une autre qualité de travail, ils voudraient avoir leur mot à dire, ils en ont plein le cul, mais ça c'est les cadres qui peuvent se permettre de faire ça. Et c'est typiquement les cadres qui sont en train de les emmerder. Et c'est le fait d'avoir des cadres dissidents qui est en train d'emmerder le plus les patrons actuellement. Moi j'ai beaucoup foi dans notre génération.
J'ai beaucoup foi dans le degré de politisation et de conscience écologique, de conscience politique de notre génération. Je n'en désespère absolument pas. Alors, intégrer l'éthique, oui, c'est tendance en fait. Ça fait longtemps qu'on en parle. Aujourd'hui, on veut en faire beaucoup plus. Je pense que c'est lié à pas mal de scandales. Où on découvre que des ingénieurs, pas que, mais des ingénieurs aussi, sont amenés à finalement développer des choses qui ne sont pas forcément cohérentes avec l'intérêt général, ou qui peuvent, alors si on prend bien sûr l'exemple très actuel des moteurs diesel, on est sur un cas d'école, dans la mesure où on découvre petit à petit que tous les constructeurs bidouillaient d'une façon ou d'une autre le moteur diesel, certains moteurs diesel. Donc là, on a plusieurs entreprises, donc ça veut dire potentiellement plusieurs milliers d'ingénieurs dans des bureaux d'études, des motoristes. Mais donc des gens aussi différents par milliers ont finalement accepté de trafiquer des taux de rejet de polluants sur des moteurs diffusés dans des dizaines de milliers de véhicules vendus à travers le monde. Et donc du coup, on se dit, comment éviter ça? Comment éviter que des ingénieurs normaux, des gens normaux, soient pris dans de tels processus qu'ils en viennent finalement à privilégier l'empoisonnement des populations plutôt que de dire non, de dire stop ou de dire je me retire. Et ça, il y a un certain nombre d'entre vous, là on m'a dit tu vas aller dans un truc où c'est école d'ingénieurs, donc c'est des gens qui vont après partir dans peut-être dans l'industrie, peut-être auprès d'un grand groupe, etc. Et vous le savez pertinemment que c'est un choix politique. Si vous êtes ingénieur, je ne sais pas si tout le monde est ingénieur ici ou va devenir ingénieur. Vous avez un rapport positif à la question technique. Vous vous dites, c'est important, la technique va nous permettre de vivre mieux, la technique va nous permettre de vivre mieux avec nos enfants, va améliorer les questions de bien commun, etc. Puis, ce qui est un pari tout à fait, sensé. Hein. Et puis, vous vous retrouvez à un moment sur le marché du travail. Et donc, vous vous retrouvez à mettre vos talents que vous avez acquis à la sueur de vos études, etc., au service de ceux qui veulent bien vous employer. Et ceux qui veulent bien vous employer, on l'a vu un petit peu plus tôt, ça peut être Coca-Cola, ça peut être Total, ça peut être Engie, enfin j'en sais rien, n'importe quoi, GDF Suez, Lafarge, voilà. Et vous vous rendez bien compte que là vous vous heurtez finalement le marché du travail comme institution capitaliste, qui va structurer, votre talent, vous vouliez les mettre au service du progrès, et tout ce que vous permet le marché, c'est de les mettre au service du capital. Le capitalisme, c'est une institution qui est hyper politique et qui nous a dessaisis de choix politiques profonds qui sont comment dirigeons-nous la production. Vous-même, vous auriez sans doute des milliards d'idées sur ce qui serait utile. D'ailleurs, je sais que au carnaval humanitaire, vous subventionnez un projet d'accès à l'eau, etc. Et peut-être que vous aimeriez mettre vos talents au service de ça. Ben oui, mais le capitalisme en a décidé autrement, parce que le principe même du capitalisme, c'est que ce sont les grands capitaux qui décident de ce qu'on fait de l'argent, de ce qu'on fait des hommes et des femmes qui viennent vendre leur force sur le marché du travail. C'est eux qui décident, c'est eux qui vont vous déposséder, si vous voulez, des choix politiques que vous auriez aimé faire, de ce que vous auriez aimé faire, de vos talents, de vos compétences. Et là, vous vous heurtez en effet à un problème de taille. Et ça s'appelle le capitalisme. Hein. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Mais on pourrait tout à fait, si on y met les moyens des ingénieurs, des financements, on pourrait tout à fait réinventer, ce que certains appellent des bases techno, des low-tech, peu importe, mais réinventer des technologies et des objets qui soient pour le coup compatibles avec tout ce qui nous paraît important aujourd'hui, à savoir ce qui va autour de la techno. Donc une techno au service d'autres enjeux. Et là, il faut des ingés. Il ne faut pas ma grand-mère, il ne faut pas moi. Sociologue, je suis utile, mais quelque part, si moi je m'investis à l'INSA et si je fais ce que je fais, c'est justement parce que je sais que les ingénieurs sont plus importants que moi pour mettre en route cette transition. Alors oui, effectivement, je fais partie du collectif Ingénieurs Engagés. Donc Ingénieurs Engagés, ça me paraît très intéressant parce que ça met autour de la table un grand nombre de personnes qui sentent que le monde change et qu'il y a besoin de faire évoluer la formation des ingénieurs, le contexte dans lequel ils grandissent, finalement ils évoluent, donc en termes de dispositifs de formation. Donc ça me paraît être un très beau projet, plein d'avenir, et j'étais vraiment
surpris et heureux de voir qu'il y avait autant de gens autour de la table, enseignants-chercheurs, étudiants, aussi personnel administratif, qui ont tous vraiment envie de faire avancer les choses, chacun dans leur métier et à l'endroit où ils sont. Donc ingénieur engagé, c'était imaginer un dispositif qui permette de relier à la fois ce qu'on fait ici et ce que vous pourriez faire plus tard, en phase avec ce désir de faire des choses plus utiles pour l'intérêt général et plus conformes à vos valeurs, et avec des réponses à pour qui et pourquoi plus satisfaisantes pour vous. Parce que si on veut changer le monde, si vous voulez changer le monde, mais moi aussi quelque part, il faut des gens sérieux, il faut des gens bosseurs, il faut des gens qui ont du réseau, il faut des gens qui savent gérer des gros projets, il faut maîtriser les techniques. Il ne faut pas juste vendre des fromages de chèvre sur un salon prime vert, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ingénieur engagé, c'est vraiment des ingénieurs au service de la transition, donc c'est des gens sérieux, rigoureux. C'est ça qu'on a besoin. Et on peut changer une société par l'opinion publique, on peut changer les sociétés par du marketing, par des offres de marché, etc. Mais les techniques aussi ont une capacité de transformation. Je dis toujours, il ne s'agit pas de revenir à la bougie, il s'agit de réinventer la bougie. L'idée, c'est de former une communauté au sein de l'INSA. Donc dans le collectif, on a un tiers d'élèves, on a un tiers d'enseignants, et puis on a un tiers de personnel administratif et d'anciens élèves, donc des gens qui sont au développement durable, des gens qui sont au restaurant, des gens qui sont à la direction des relations entreprises, puis des anciens différents, voilà, qui ont différents parcours. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose quand même d'assez mélangé, d'assez divers, qui représente pas mal de sensibilités. Après, c'est d'offrir un espace à ces élèves qui se sentent, qui veulent devenir ingénieurs, mais qui ont envie de mettre ça au service d'autre chose que les voies traditionnelles du recrutement, des carrières, etc. Et donc trouver des lieux où ils peuvent, à la fois en termes de stage, en termes d'emploi, en termes de création d'activités, tout cela, il faut qu'on puisse, les repérer, 2, les agréger, parce qu'ils peuvent être 2, 3 par-ci par-là, ou 5, 6, mais si on les met ensemble, ils seront encore plus forts. Qu'on leur fasse comprendre que leur situation, c'est pas un problème, mais c'est plutôt une chance. Qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour, une fois le diplôme obtenu, réaliser vraiment un vrai job d'ingénieur, y compris dans des filières a priori qu'on peut penser pas faites pour vous. Mais voilà, l'idée c'est on vous rassemble, on vous accompagne, on vous offre des possibilités de faire par vous-même des tas de choses, on vous met en relation dans un écosystème avec des anciens engagés, avec des assos, des ONG, des PME, des bureaux d'études qui sont sur ces technos-là. Donc vous mettre en contact avec ce marché du travail que vous ne connaissez pas, que personne d'autre va vous montrer aujourd'hui. Que les élèves intéressés par ça vont chercher par eux-mêmes tout seuls dans leur coin aujourd'hui. Et donc c'est beaucoup d'énergie et finalement assez peu de rendement puisque c'est un rendement individuel où il se passe l'info à 1 ou 2, quoi. Mais mutualiser tout ça et derrière, un écosystème, une filière, alimenter la filière et donner une puissance de feu toujours plus importante à ces domaines-là. Voilà. On a l'impression que quand on est étudiant, on a finalement des perspectives un petit peu limitées. Ça me paraît normal dans un sens, dans la mesure où en école d'ingénieur, la majorité des professeurs des enseignants sont des enseignants-chercheurs, donc ils connaissent bien le monde de la recherche et ils nous le partagent, alors que finalement une petite partie d'entre nous va se retrouver à faire de la recherche. Donc c'est important de se dire qu'il n'y a pas que soit les enseignants qui parlent de la recherche, soit les partenaires de l'école qui sont souvent des industriels, souvent des gros industriels de fait. Il n'y a pas que ces acteurs-là qui existent, il y a d'autres employeurs potentiels qu'on connaît moins bien, voire pas du tout. Si vous commencez à vous poser des questions, ça devient compliqué. Donc il faut qu'on vous aide. Ingénieur engagé, c'est pour vous aider à ne pas supporter seul la charge du risque, la charge du calcul, la charge de trouver la solution, le bon compromis. Il faut qu'on vous aide à trouver le bon compromis parce que vous le valez bien et puis parce qu'on pense que c'est important. Et c'est pour ça que l'idée de passer par un collectif et de passer par l'Insatiable et de passer par les élèves, c'est que je pense que si on veut faire bouger le système, c'est par la jeunesse, entre guillemets, c'est-à-dire c'est par ceux qui aujourd'hui sont nombreux, ont la volonté d'eux et ont les moyens d'eux. Mais l'idée, l'objectif concret, c'est de démarrer quelque chose en rentrée 2018. Ce collectif ingénieur engagé, il m'a l'air important pour l'avenir de l'école. On serait sûrement moins perdu avec une formation qui nous guide dans nos questionnements. D'ailleurs, à ce propos, Frédéric m'a aussi parlé de son parcours et des différentes façons alternatives d'être ingénieur qu'il a essayé. Eh bien, je m'appelle Frédéric Basoli, j'ai 29 ans
Et je suis ingénieur du coup dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. J'ai commencé donc après le bac, je suis parti en classe préparatoire aux grandes écoles. Que j'ai quitté assez rapidement et ça a été notamment un des déclics de mon engagement dont je serai amené à reparler par la suite. J'ai terminé l'année en fac de physique-chimie et après, suite à cette année assez mouvementée, je suis reparti, j'ai fait un DUT mesure physique qui donc dure 2 ans. C'est une formation qui vise à apporter un côté plus pratique, hein, comme vous le savez certainement. Et suite à ça, j'étais admis à l'INSA de Lyon, donc admis direct en 3e année en génie énergétique et environnement. Voilà, donc GEN offrait la possibilité de faire 2 stages de 6 mois. Donc j'ai fait un stage de 6 mois en recherche aux États-Unis et ensuite un dernier stage de 6 mois, donc qui était stage de fin d'études dans une association qui est en fait mon actuel employeur. J'y suis revenu par la suite. C'est une association qui s'appelle ESPUL et qui travaille donc sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Donc ensuite, à ce moment-là, après ce stage, j'ai voulu continuer un peu les études. Je sentais que j'avais envie d'aller vers d'autres choses, voilà, de m'ouvrir un petit peu, quitte à un jour revenir à ESPUL, ce que j'ai effectivement fait par la suite. J'ai poursuivi j'ai fait une sorte de 6e année finalement, un master en double compétence. Je suis allé à l'IAE de Lyon, donc l'Institut d'administration des entreprises, qui propose des masters en management. Donc j'ai fait un master d'économie et de management avec une option management de projets territoriaux, donc de projets plutôt publics. Voilà. Et cette formation incluait également un stage de 6 mois que j'ai effectué en Allemagne dans une entreprise qui développait des parcs éoliens et solaires en Europe, notamment en Allemagne et un petit peu en France. Donc suite à ça, j'ai terminé mes études, il faut bien commencer à travailler un jour. Je suis revenu en France, donc j'ai poursuivi un petit peu mon stage par un petit contrat là-bas en Allemagne. Ensuite, je suis revenu en France et j'ai travaillé au CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dans la partie énergie alternative bien sûr, à Grenoble. Et là, j'ai fait un CDD d'à peu près 1 an. J'ai travaillé sur les techniques de stockage de l'hydrogène, donc qui permettent in fine de développer plus d'énergie renouvelable en permettant de stocker l'électricité qui est produite par elle. Suite à ce contrat, du coup, j'avais encore envie de voir d'autres horizons et d'essayer d'avoir d'autres expériences, notamment apprendre encore des langues étrangères, essayer de travailler dans d'autres domaines. Et j'ai décidé de partir en Amérique du Sud, au Pérou, où je suis resté 1 an et demi pour travailler dans une ONG. Voilà. Et donc je suis resté là-bas 1 an et demi et je suis revenu ensuite en France, ça nous amène à l'an dernier. Je suis revenu en France et je suis maintenant en France depuis 1 an. Je travaille donc pour mon actuel employeur, l'association ESPUL, donc celle dans laquelle j'avais fait mon stage et qui cherche à favoriser la transition énergétique par les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Je pense que quand on y repense, il y a toujours certains moments qui apparaissent comme clés. Peut-être qu'il y en a eu plusieurs où ça a été un processus progressif, mais quand on regarde en arrière, je pense que chacun pourrait identifier des moments clés un petit peu dans lesquels il s'est dit là il faut que je change de parcours, je prenne une décision. Pour ma part, ça s'est fait une première fois sans ma volonté, finalement en classe préparatoire où j'ai commencé et j'étais paradoxalement un bon étudiant, j'avais de très bonnes notes, mais je me sentais pas bien dans le système. En fait, je n'aimais pas la manière dont les choses étaient enseignées, l'ambiance compétitive, la perspective du concours. Et donc j'ai décidé de partir, mais finalement c'était presque un non-choix, c'est juste que je ne me voyais pas du tout rester 2 ans dans ce système. Donc c'était un moment où finalement j'ai commencé à y avoir une scission entre mon apprentissage et le système de l'enseignement et qui m'a fait réfléchir. Avant, j'étais bon élève, j'avais aucun problème et je trouvais que l'école c'était très bien. C'est à ce moment-là du coup que j'ai commencé à réfléchir et à devoir m'approprier finalement mon parcours de formation. Ensuite, il y a eu, je pense, le moment où j'ai commencé à chercher mon stage vraiment de fin d'études que je cherchais en France, c'est-à-dire que je commençais à me projeter sur un métier. Là, comme un grand nombre d'étudiants de 5e année, j'ai vu arriver un mur qui me disait tu vas rentrer dans la grande industrie. Voilà, on reçoit des annonces de stage, hein, évidemment des partenaires du département et d'autres canaux qui nous envoient des offres. Et comme beaucoup d'étudiants, j'avais du mal à me reconnaître dans ces offres et je ne me voyais pas faire ça. J'ai fait quelques entretiens également où les gens ne m'avaient pas paru agréables, il n'y avait pas eu de bons contacts. Hein, je ne sais pas, je n'étais pas du tout ressorti content de ces entretiens. Et finalement, par chance, des gens de l'association dans laquelle je travaille actuellement, donc d'ESPUL, sont venus présenter en quelques heures des énergies renouvelables dans mon département. Et du coup, j'ai parlé avec eux et j'ai obtenu un stage là-bas. Et donc, je fais un stage qui m'a énormément plu et qui m'a ouvert de nombreuses perspectives. Donc, ça a été un déclic fort. Mon engagement a surtout commencé finalement à la fin de l'INSA parce qu'à l'INSA il y a plein d'opportunités mais il n'y a pas beaucoup de temps finalement pour faire des choses. Et juste après, j'ai commencé à pouvoir m'engager véritablement dans l'associatif, notamment dans l'association Onsela qui travaille sur la participation citoyenne.
Et là, du coup, également, ça m'a permis de sortir du milieu de l'ingénierie, voir des gens qui venaient plutôt des sciences sociales, des sciences politiques, qui faisaient d'autres choses, qui avaient une vision, une culture différente, et qui avaient également un recul sur ce que moi je sentais, c'est-à-dire quel est le rôle de l'ingénieur dans la société, quelle est la place du métier, ou de comment se réapproprier la technique, quelle est la vision qu'on peut avoir pour la société également. Moi j'en ai une, chacun aura la sienne. Ce que j'ai fait donc à côté de mon parcours de formation, finalement, m'a aussi aidé à mieux m'orienter. Et par la suite, ce réseau associatif m'a aussi pas mal aidé à trouver certains contacts qui m'ont du domaine professionnel également. Un dernier moment où j'ai dû faire un choix un petit peu drastique, c'était donc au moment où finalement quand je parlais de mon emploi au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, c'était un emploi qui était très bien payé, avec tous les avantages qu'on peut imaginer, grand groupe de recherche et tout ça. C'était relativement intéressant la mission, même si j'avais l'impression d'en avoir fait le tour assez rapidement. Et du coup, j'ai choisi que j'avais envie de partir en Amérique du Sud et j'ai donc refusé en fait un contrat, un autre CDD assez long qui me proposait pour partir, mais sans avoir trouvé de travail là-bas. Donc je suis parti à l'aventure à partir de rien. Et donc c'était le choix entre tout le confort matériel et rien derrière, même pas la possibilité de faire un volontariat ou quelque chose comme ça. Donc là, c'était un choix conscient du coup de partir vraiment dans une direction assez alternative qui a surpris pour le moins qu'on puisse dire mes collègues, bien que c'était une décision qui était bien accueillie, hein, comme quoi les gens sont compréhensifs. Voilà, c'était un autre moment où il y a eu un choix assez radical à faire. Quand on se regarde le monde économique actuel, il y a d'autres employeurs qui peuvent employer des ingénieurs. Je pense notamment au secteur public. Dans le public, du coup, ce sont des métiers intéressants, à mon avis, qui ont une visée d'intérêt général, puisqu'on ne se place pas au niveau d'un acteur privé, mais d'un ensemble d'acteurs. On essaie de favoriser le développement économique d'un territoire, de mettre en relation des acteurs, de lancer des projets qui vont développer l'économie ou améliorer l'aspect social du territoire ou l'aspect environnemental. Donc c'est des métiers intéressants, à mon avis, qui possèdent des contraintes, comme on le sait, hein, le fait de devoir passer des concours, le fait qu'il y a quand même des hiérarchies, une certaine lourdeur dans la prise de décision. Mais je pense que c'est un domaine qui est intéressant et qui gagnerait à être connu des ingénieurs. Alors, peut-être la situation la moins bancale, c'est un bureau d'études. Un bureau d'études qui travaille, par exemple, 100% matériaux, isolation paille, sur du bâti. Voilà. C'est leur credo, c'est leur marché, ils s'affichent comme tels. Et ils travaillent avec des cabinets architectes, ils travaillent avec des collectivités territoriales. On fabrique de la maison individuelle, on fabrique aussi des logements sociaux, on peut fabriquer des bâtiments administratifs sur plusieurs niveaux. Tout ça avec des caissons, paille, etc. Donc là, vous êtes dans un bureau d'études, quelque chose qui correspond dans l'enquête diplômée, vous serez bien dans la case des boulots d'ingénieurs normaux. Vous avez un statut d'ingénieur, une rémunération d'ingénieur. Vous travaillez en parallèle avec des institutions, des acteurs, etc. Donc vous êtes globalement, je dirais que c'est peut-être la situation la plus confortable, ou le meilleur compromis possible entre ce qu'on fait, et pour qui on le fait et pourquoi on le fait. Hein, le pour qui, pourquoi, et la rémunération. Après, il y a ceux qui trouvent pas, ceux qui veulent aller plus loin ou qui tentent d'autres choses, et typiquement dans les ONG, c'est compliqué, quoi, hein, parce que j'avais une étudiante, en gros sa question c'était, est-ce qu'en tant qu'ingénieur, je peux faire une carrière dans une ONG ? Ça paraît con comme question. Mais en gros, est-ce que c'est forcément des gens militants, bénévoles, ou bien des politiques, des communicants, etc. Ou est-ce qu'un ingénieur peut exercer ses compétences d'ingénieur dans une ONG ? Et donc je lui dis, écoute, réponds à cette question-là, fais ton PPH là-dessus, quoi. C'est tout simple. Rencontre des gens, contacte des ONG, rencontre des ingés, qu'est-ce qu'ils font comme boulot, combien ils gagnent, quelle est leur carrière, etc., etc. Et elle a fait ce travail-là. Elle a fait ce travail-là dans différents types d'associations, d'ONG, pardon. Et bon, elle en a conclu que c'était pas simple. Que c'était pas simple parce qu'en fait, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'incertitudes. C'est en gros, au bout de 3 ans dans une ONG, après c'est très dur de reprendre un boulot entre guillemets normal. On est un peu labellisé accro aux pauvres, accro à la mondialisation pauvre, accro à l'expatriation, voilà, enfin des tas de choses un peu perçues négativement par les entreprises. Donc c'est 1 an c'est bon, 3 ans ça commence à être préjudiciable à la carrière. Ça veut dire aussi sacrifier des rémunérations, ça veut dire aussi souvent très vite ne plus être sur le terrain. Un mot évidemment assez long sur le secteur associatif ou plus généralement sur l'économie sociale et solidaire. Alors peut-être juste un petit point, l'économie sociale et solidaire, ça englobe en fait un grand nombre d'acteurs. Ça englobe les associations,
les entreprises coopératives, qu'on appelle aussi SCOP, les fondations d'entreprises et les mutuelles. Et de fait, dans ces acteurs-là, il y a aussi des métiers qui existent dans l'associatif, dans les entreprises coopératives. Parfois, ça peut être des entreprises auxquelles on ne penserait pas. Des bureaux d'études, par exemple, sont coopératifs. Ou d'autres entreprises proposent de partager le capital avec les salariés, c'est-à-dire qu'une partie de l'entreprise est possédée par les gens qui ont créé l'entreprise ou qui la possèdent, et une autre partie est possédée par les salariés. Du coup, là, on peut imaginer que les rapports de travail et la gouvernance sont différentes. Donc les ONG, les assos, il y en a pas mal qui bossent dans des assos. Hein. Alors des assos qui travaillent comme des entreprises en fait, qui font du conseil, mais où il y a très peu de salariés, beaucoup de bénévoles, mais il y a quand même des salariés, dont des ingénieurs. Donc il y a quand même quelques opportunités, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, après, bon, il y a toute l'économie sociale et solidaire, hein. Il y a beaucoup de scopes qui se créent, beaucoup dans le bâtiment, beaucoup dans le conseil aussi. Alors une SCOP, c'est pas forcément le bonheur sur Terre, hein. C'est pas parce qu'on partage des valeurs que tout se passe bien. En revanche, il est clair que là aussi, le pour qui et le pourquoi, on maîtrise mieux. Ce que j'avais entendu dans ces interviews m'avait déjà ouvert l'esprit sur de nombreuses possibilités, et j'aurais pu m'arrêter là. C'est à ce moment que j'ai fait la connaissance d'anciens ingénieurs de l'INSA qui ont fait un choix de vie plutôt original. Et ils m'ont proposé de passer les voir un week-end en Ardèche. Alors, je m'appelle Marine Getty. Qui suis-je? J'ai 27 ans. Enfin, pas tout à fait, mais bientôt. Et alors, en ce moment, j'habite en Ardèche, à Désagne, sur un hameau qui s'appelle Néramant. Et je suis charpentière. Donc, je suis à mon compte. Je reçois des commandes des gens, des chantiers qui veulent faire des toits, des maisons ossature bois, toutes sortes de choses comme ça. Moi, je m'appelle Gabriel. J'habite ici. Jusqu'à récemment, j'étais chercheur chez Google, DeepMind à Londres. Et puis j'ai arrêté il y a 3 mois pour mener une vie différente. Et on avait ce projet avec les copains du coup d'acheter une maison à plusieurs, déjà pour ne pas se perdre de vue, tous. Et puis on avait envie de vivre cette expérience, de retaper une maison entre copains, d'avoir une expérience de plus en commun. De mes études, je pensais que je serais informaticien dans une grosse boîte et que ce serait trop chouette et que j'irais habiter à San Francisco et que j'aurais du fric. Et voilà, je me projetais pas du tout habiter dans la campagne, dans une maison avec des potes, quoi. Et c'est venu vraiment à fur et à mesure. Déjà les potes qui m'ont un peu chauffé sur acheter la maison. Au début, je leur ai dit que ça avait l'air complètement débile comme idée. Après 3-4 mois, j'ai fait ça a l'air quand même cool. Et puis après, passer un peu plus de temps à la campagne et tout. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ultra agréable comme mode de vie. Et puis quand j'ai vraiment vécu aussi l'autre côté, de bosser dans une grosse multinationale avec plein de fric dans une grande ville et tout, qui est un peu considéré genre le seul même carriériste de notre domaine, je me suis dit en fait, c'est cool, mais c'est pas si cool et les gens sont pas particulièrement épanouis pour la plupart dans les collègues, quoi. Donc on s'est lancé là-dedans et on est venu ici parce que certains dans le groupe avaient déjà des affinités qui les reliaient à cet endroit-là. On avait aussi des critères de ne pas être non plus trop loin d'une grande ville en Rhône-Alpes. Donc ça nous allait bien. Et puis en plus c'est super beau. En fait, à la base, je cherchais un postdoc, donc je cherchais un contrat de 2 ans. J'ai fini chez Google un peu sans faire exprès, mais c'est pas si mal. Et du coup, je savais dès le début que j'allais pas forcément m'engager dans une carrière. Après, à la fin, je me posais quand même la question, parce que j'avais un super poste, donc c'était un peu dur de lâcher ça, des super collègues. Mais c'était vraiment cette réalisation que je pouvais dire exactement, j'aurais été à peu près dans 10-15 ans si j'étais resté dans ce cadre de vie-là.
Et je sais que j'aurais eu un regret de curiosité de ne pas au moins avoir tenté autre chose. Et ce que j'ai dit à mes collègues, hein, tout le monde trouvait ça assez logique finalement de se dire ça vaut la peine d'essayer ce mode de vie différent. Ça se trouve dans 2 ans, ça m'aura pas tellement intéressé, mais je pourrais toujours retourner dans ce que je faisais avant. Et puis par contre, si je le fais pas, ce sera toujours un truc que j'aurais jamais pu essayer. Donc au moins le tenter. Donc ce qui est vraiment très différent entre une vie dans une grande entreprise en habitant à Londres et un petit... pour l'instant je ne travaille pas encore, je suis à ma première retraite. C'est surtout le lien social, l'entraide, le repos plus sur des normes sociales et des accords sociaux et moins sur de la loi, et sur des échanges d'argent, et sur des notions d'investissement, de capital et tout ça. Après ici c'est un autre confort de vie, c'est aussi un peu plus rude. Et on utilise beaucoup plus la voiture. Mais bon, on a toujours autour de soi des paysages magnifiques et il suffit de s'arrêter, de regarder autour de soi et on est content, quoi. La qualité intellectuelle et scientifique était là, mais la quantité d'heures, la charge de travail, la pression sont un peu trop pour ce que j'aimerais avoir dans ma vie. Ça devient un vrai calvaire et qu'on m'avait prévenu hein, quand j'étais déjà en thèse, j'avais des gens, un mec de Grenoble qui était chercheur, il m'avait dit attention, tu vas voir, tu te fais vite engrener dans la machine, tu as le prêt pour la maison, le prêt pour la voiture, les 2 gamins à l'école, et tu veux t'arrêter du jour au lendemain, bah tu peux pas quoi. Et puis à terme, ce que j'espère trouver, c'est un mélange de pouvoir travailler dans le domaine que j'avais avant en partie, ou au moins utiliser les outils que j'ai emmagasinés sur 10, voire presque 13-14 ans d'expérience, et aussi allier ça avec une intégration de la fibre sociale locale et la fibre économique locale. Donc trouver une partie de mon temps qui peut être passée pour, d'une façon ou une autre, assister les gens dans le coin en tant que travail du métal ou assistance sur l'automatisme des machines ou à voir ce que je finis par faire, mais ce serait vraiment chouette d'arriver à allier ces 2-là. Et les journées vraiment les meilleures que j'ai passées ici, c'est matin sur le PC en train de faire de l'informatique pour une assos, l'après-midi dans le jardin et puis le soir à l'atelier en train de souder. Ça te fait des journées vraiment complètes, mentales et physiques. Et tu finis la journée, tu es vraiment épanoui. Donc ça c'est cool. La première chose, je pense, qui est une chose très basique qu'on entend souvent, c'est d'essayer de s'écouter soi-même véritablement. Écouter la petite voix qui nous dit est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire ou tu te sens quand même attiré par ça, est-ce que vraiment c'est pas quelque chose que tu voudrais faire? Il faut, disons, la cultiver, hein, pas la faire taire, et à un moment donné la prendre en compte quand on prend une décision. Moi je pense que ça a été vraiment quelque chose de précieux dans mon parcours, et à des moments où j'étais peu soutenu dans ces idées-là, où j'étais plus en dialogue avec moi-même, cette petite voix m'a permis de faire, je pense, des choix qui ont été bons pour moi et de progresser vers là où j'avais raison d'aller finalement. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a de plus en plus la montée d'un phénomène qu'on appelle le burn-out, qui est, donc on connaît le burn-out, le bore-out, c'est-à-dire le fait de trop travailler, le fait d'être très ennuyé par son travail. Le burn-out, c'est le fait d'avoir une perte de sens dans son travail. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort pour notre génération et en particulier pour les ingénieurs. Donc en fait c'est pas anecdotique, mon conseil du coup sera de commencer à réfléchir le plus tôt possible à ce qu'on veut faire pendant les études, avant les études et surtout au moment où on en sort. Parfois des gens n'ont même pas vraiment choisi d'être ingénieurs, ils ont suivi Avoire Royal, Bac S, école d'ingénieur et ainsi de suite. Et il faut à un moment donné se poser la question puisque sinon ce burn-out a de fortes chances de ressortir. Je ne conseille pas forcément d'essayer de chercher un CDI comme le Saint Graal qui est souvent présenté comme ça par différentes institutions, la famille, l'école, le monde du travail. Et qu'en fait au début c'est pas mal d'avoir différentes expériences dans différents domaines, donc différentes fonctions d'entreprise, différents types d'entreprises, différents domaines d'activité, pour voir un petit peu ce qui se fait, parler avec des gens différents et se faire un réseau un petit peu plus large. Et d'enchaîner peut-être quelques CDD avant de se positionner sur un CDI, ça me paraît intéressant.
Ça permet aussi peut-être d'avoir des expériences à l'étranger, d'apprendre des langues, ce qui est plus compliqué en CDI tout de même. Dans le cas des gens qui sont démotivés par le métier d'ingénieur, on assiste à des gens qui font un virage à 180 degrés en fait. C'est-à-dire ils ne peuvent plus de leur métier, ils se disent allez je change complètement, je vais faire du théâtre au Burkina Faso. Mieux vaut que le virage soit plus anticipé, plus léger et que les gens se réorientent petit à petit. Je pense que là on a quelque chose qui rend optimiste. Enfin moi ça n'a jamais bougé comme ça, comme actuellement. Et si en plus les ingés s'y mettent et sérieusement, ça devrait quand même finir par décoller sérieusement aussi. Enfin, moi c'est l'espoir que je nourris. Inscrivez-vous dans des AMAP et gueulez pour qu'il y ait un peu plus de verdure sur notre campus tout gris. Voilà.